RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 26 septembre 2025 et aujourd'hui nous recevons pendant 55 minutes François Werner, maire de Villers-lès-Nancy. François Werner, vous êtes membre du Nouveau Centre, petit parti d'Hervé Morin allié à LR. Vous êtes aussi premier vice-président de la métropole du Grand Nancy, vice-président du Conseil régional Grand Est chargé de la transition écologique et bien d'autres fonctions que vous allez nous expliquer dans un instant. Bonjour François Werner, comment ça va ? Bonjour, ça va vraiment très bien. Eh bien c'est parfait. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. François Werner, en préparant votre portrait, j'ai tout de suite pensé aux 7 vies d'un chat. En fait, vous en avez même beaucoup plus quand on rembobine votre parcours et vos actuelles activités multiples. Je vais néanmoins essayer d'être synthétique pour laisser place à l'entretien, sans oublier, j'espère, les grandes étapes de votre parcours. Vous êtes né le 3 mars 1963 à Nancy. Vous avez fait vos études à Saint-Sigisbert, puis à Sciences Po Paris, tout en suivant une maîtrise en droit des affaires, et vous avez intégré l'ENA. Vous devenez inspecteur général des finances. C'est la voie royale pour peser dans les rouages de l'État et les cabinets ministériels. D'ailleurs, proche de Jean-François Copé, vous rejoignez le cabinet Sarkozy, un nom sur lequel nous reviendrons dans quelques instants, au budget en 1993. Puis vous devenez directeur de cabinet du ministre des Sports, un certain Guy Drut, qui, j'ai l'impression, a mal vieilli politiquement. Là. Il a vraiment dérivé vers la droite très dure. Là. 2 ans plus tard, la suite de votre carrière se caractérise par une succession de postes variés. Certains diront que vous avez pratiqué un certain nomadisme. Vous nous expliquerez pourquoi. De 1998 à 2002, on vous retrouve au secrétariat général de Robert Badinter, qui préside alors la mission interministérielle pour les droits de l'homme. Parallèlement, vous êtes conseiller du président et du directeur général du comité de la candidature de Paris pour les JO de 2008. Pour les décrocher, il faudra patienter un petit peu plus, là, jusqu'en 2024. Mais en 2000, vous restez dans le circuit, vous filez à Lausanne, au sein du comité international olympique. Vous êtes représentant spécial de la commission d'éthique pour 2 ans. On va croire que vous aimez vous mettre dans des situations compliquées. Entre 2002 et 2004, vous êtes directeur de cabinet du secrétaire d'État au programme immobilier de la justice. C'était Pierre Bédier, c'est ça ? Oui. Puis vous devenez directeur général du groupement public qui préfigure l'Institut national du cancer. De 2005 à 2008, c'est très sérieux, vous dirigez Tracfin, l'organisme de Bercy qui lutte contre le blanchiment de capitaux. Vous vous posez un peu, si j'ose dire, en devenant en 2009 et jusqu'en 2016 directeur général du Fonds de garantie des assurances. Depuis 2016, vous êtes rattaché directement à Bercy. Plus proche géographiquement, vous êtes président de l'Institut régional d'administration, l'IRA, de Metz, depuis 2023, mais vous êtes aussi membre du conseil de l'IEP de Paris, administrateur depuis 2014 de SMALC Assurance, Société d'assurance des collectivités locales. C'est ça. Et vous êtes président du comité d'audit de l'assureur. Dans les années 2000, la politique active vous chatouille. Jeune loup RPR, vous avez envie de secouer le microcosme de votre ville natale et de déloger les barons nancéens, à commencer par André Rossino, Gérard Léonard aussi. Vous finissez par faire liste commune avec le premier au municipal. En 2001, vous devenez alors adjoint aux finances, ce qui est tout à fait dans vos cordes. Sentant sans doute que l'horizon était bouché pour un moment, dans la cité ducale, vous cherchez un point de chute dans l'agglo et vous vous présentez à Villers. Vous accédez au poste de maire en 2014, après une petite cure d'opposition. Rebelote en 2020, vous restez à votre poste et vous êtes, si j'ai bien compris, quand même candidat à votre succession en 2026. Mais vous êtes aussi candidat, si j'ai bien compris, à la succession de Mathieu Klein à la tête de la métropole.
Quelque chose à ajouter ou à retrancher, François Werner? C'est déjà pas mal. Alors certaines des fonctions mentionnées, je les exerce plus, je suis plus au comité d'audit de la SMAC, mais l'essentiel est là, et la complexité sans doute aussi. Il faudra mettre à jour votre fiche Wikipédia. Alors. J'ajouterais que vous êtes un passionné de sport, notamment de tennis. Et donc, passionné de sport et sportif vous-même, vous avez encore du temps pour vous y adonner, faire du sport, malgré tous vos mandats, toutes vos responsabilités? Certainement. J'étais sur le court de tennis dimanche et je serai sur le terrain de football dimanche prochain. Bon, réaction avant d'aller plus loin sur les questions locales, régionales et nationales. Réaction à l'actualité judiciaire, vous avez sans doute suivi de près. Quel est votre regard sur la condamnation qui frappe Nicolas Sarkozy et surtout sur ses modalités? Alors moi, comme vous l'avez dit, j'ai travaillé au ministère de la Justice, j'ai été directeur adjoint du cabinet du garde des Sceaux en même temps qu'au programme immobilier de la justice. Personnellement, j'essaye de me contenter d'enregistrer les décisions de justice et de ne pas trop les commenter. Et je pense que sur ce cas précis, j'ai plutôt bien fait parce que ce que je constate, c'est que tous les gens de gauche trouvent que c'est très bien et tous les gens de droite trouvent que c'est horrible. Je pense que derrière ça, on ne peut pas rendre une justice satisfaisante dans ces conditions-là. Moi, je prends acte de cette décision de justice. Elle peut paraître surprenante ou sévère, mais moi, je suis incapable d'expertiser le fond d'une affaire comme celle-ci. J'ai fait un peu des recherches ce matin pour voir à quand remontait la loi qui avait été votée par le Parlement sur l'exécution provisoire et tout. Ça remonte à 2009. Rappelez-moi voir qui était le président en 2009. Oui, effectivement, en 2009, c'est Nicolas Sarkozy qui en était le président. Je crois que c'est intéressant parce que ça montre effectivement les limites de cette question de l'exécution provisoire. Imaginons simplement qu'il y ait eu, dans ce cas ou dans d'autres, une erreur judiciaire. Je pense qu'on s'en mordrait ensuite les doigts. Donc je pense qu'il faut exercer cette potentialité, cette possibilité avec circonspection. Elle était motivée. Il faut que la décision soit motivée. Donc on peut imaginer que c'est une décision collégiale qui a été motivée. Je crois qu'il y a 400 pages de jugement. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. C'est bien pour ça que je me garde de commenter à ce stade. Bon. Revenons à votre parcours et à vos fonctions. Quand on a un tel portefeuille, j'allais dire, est-ce qu'on ne craint pas d'être exposé à la critique du cumul? Est-ce que, pour être plus précis, puis vous chatouiller un peu, vous ne redoutez pas la schizophrénie? Techno à Paris et élu de terrain à Nancy. Alors, c'est pas du tout la schizophrénie, c'est au contraire une complémentarité très très importante. Que je constate tous les jours et où que je sois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un service comme l'Inspection Générale des Finances, avoir quelqu'un qui a un profil d'élu local, qui a un ancrage local, au moment où, par exemple, nous pouvons être interrogés sur les questions de décentralisation, par exemple, c'est extrêmement utile. Et ça, je pense que ça transforme un peu l'appréciation que l'Inspection Générale des Finances peut porter sur un certain nombre de sujets et aussi le jugement que le lecteur d'un rapport peut faire. Donc je pense qu'il y a une très grande complémentarité. Il y a eu sans doute un peu de nomadisme, j'aime le terme quelque part. C'était certainement le temps de se trouver peut-être, de se construire aussi. Et puis c'était la chance que j'ai eu, et c'est comme ça que ça s'est passé, d'avoir effectivement une intégration dans la fonction publique assez précoce, ce qui m'a permis de prendre des risques, d'oser sur certaines fonctions, d'en rater quelques-unes aussi. Vous venez d'évoquer un terme, je pensais qu'on allait l'aborder un peu plus loin, mais comme on va aborder les questions locales, c'est la décentralisation. Il faut revenir sur les grandes régions, il faut revenir sur les compétences différentes. Est-ce qu'il y a trop de collectivités en France là? Parce qu'il y a une réflexion qui revient à l'épisode, qui est en train d'être remise sur la table, notamment par le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Alors je pense deux choses doivent être aujourd'hui sur la table. D'abord, une poursuite de la décentralisation.
On a l'impression que la France est décentralisée, mais quand je traverse la frontière et que je vais voir nos homologues, les Länder allemands, ils font des lois. Les Länder allemands, ils ont des compétences très étendues. Et quand je vois c'est un pays fédéral. Oui, mais quand je vois les propositions aujourd'hui qui commencent à être mises sur la table par Sébastien Lecornu, décentralisées dans le domaine de l'environnement, décentralisées dans le domaine de la santé, je pense qu'il y a des choses considérables à faire et qui, je ne sais pas si elles seraient rendues moins chères, mais elles seraient rendues plus efficiente, j'en suis intimement persuadé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'on a un millefeuille territorial, qu'il est toujours compliqué à changer parce que les lieux de légitimité sont les lieux les plus proches. C'est bien sûr essentiellement la commune, par exemple. Mais derrière ça, les lieux d'efficacité, ils sont un peu plus lointains, comme la région. À la région, on est efficace. Je croyais que vous alliez dire la métropole. La métropole, mais bien quand sûr. on est habitant de l'agglomération de Nancy, on a du mal à s'y retrouver dans les compétences encore des communes qu'on n'a plus beaucoup, et celles de la métropole. Je pense à la voirie ou d'autres, on ne sait jamais qui fait quoi là. Heureusement. Heureusement, puisque d'ailleurs, comme le prévoit la loi, la commune et l'intercommunalité, c'est la même chose. Ça doit être la même chose. Et donc, ça doit être très simple pour l'usager. Ça doit être géré collectivement par effectivement l'ensemble des communes, de celles et ceux qui ont la légitimité dans leur commune pour pouvoir, avec un outil intercommunal plus fort, plus compact, avec des moyens d'investissement plus importants, agir. Donc tant mieux que les gens ne s'y retrouvent pas, c'est pas grave. Vous êtes un élu urbain, je suis aussi un urbain, mais est-ce que vous comprenez parfois les interrogations en milieu rural où les habitants des communes ont l'impression que et les élus, que le pouvoir leur échappe au profit de l'intercommunalité là, et qu'on a créé de nouvelles féodalités, de nouvelles baronnies qui s'éloignent un peu du terrain? Alors moi, je le vois de très près et je le comprends très bien. D'abord parce que moi, je suis un peu issu d'un petit village vosgien dont je salue le maire parce que je l'aime beaucoup. Il pense pas du tout comme moi, mais on s'apprécie beaucoup dans la méthode. Et donc ça, c'est effectivement compréhensible. Il faut comprendre que, d'abord, il y a souvent énormément de communes dans une intercommunalité rurale, et donc surtout dans les Vosges, là. Voilà, exactement. Ouais. Chaque maire n'y a pas forcément sa place. Il se trouve qu'il est président de sa com en l'occurrence. Mais chaque maire n'y a pas forcément sa place. Et surtout, on demande en fait au maire rural de changer sa façon de travailler. Avant, il pouvait très peu de choses, mais c'est lui qui en décidait. Maintenant, il ou elle peuvent plus de choses, mais ils doivent trouver une nouvelle méthode de travail. Et ça, c'est compliqué. Il y a le sentiment d'être un peu dans une grande lessiveuse. Oui. D'être dépossédé un peu de ses pouvoirs. Parlons politique locale. La métropole, là, on a, dans l'opinion publique, on parle d'un couple exécutif. Mathieu Klein, François Werner. Comment ça se passe là, au sein du couple? Est-ce que le terme de couple, vous l'acceptez ou vous le revendiquez? Vous vous dites, non, moi je suis premier vice-président, mais je suis quand même de l'opposition. Comment ça se passe? Couple oui, exécutif non. Couple oui, parce qu'on a des échanges, parce que Mathieu Klein est quelqu'un qui aime entendre d'autres sons de cloche et qui me permet de les exprimer assez facilement. Est-ce qu'il écoute? Oui, écoutez aussi, mon terme n'était pas le bon. Non, mais les deux. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs que du coup, ça m'évite de jouer dans l'esclandre médiatique. Voilà, je m'exprime peu sur ces sujets, sur les sujets de désaccord publiquement, mais j'en exprime un certain nombre. Exécutif non. Exécutif non, pour la raison principale que aujourd'hui, la pratique, et c'est ça qu'il faut travailler à faire évoluer, la pratique, et ça ne tient pas forcément seulement de ce mandat, la pratique au sein de la métropole, c'est progressivement trop isolé de zones de débat qui aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils devraient être. Zone de débat avec qui? Avec la population? Avec les maires des communes de l'agglo? Déjà entre nous. Moi, quand je suis arrivé en 2001 à la métropole du Grand Nancy, il y avait quelques grands anciens, le maire d'Écourt, le maire de Laxou, le maire de Ludre, Charles Chaunet, qui avaient bâti avec
la ville de Nancy, avec le maire de Nancy qui avait bâti cet ensemble-là, mais dans un contexte extrêmement conflictuel. C'est normal, ça peut être une personne zone de ne se conflit. souvient, si tu n'es pas né moi non plus, des années 60 où il y a eu des bagarres homériques. Oui, mais c'est pas grave. Je pense que derrière, il faut que les décisions doivent être... Je prends juste un exemple. On se dit quelquefois, la voirie, la circulation, finalement chacun chez soi, c'est parfait. Enfin, si tous les maires décident en fonction de leur seul environnement municipal, ils vont vous mettre, je vais mettre moi le boulevard des Écuyettes à 30, on va piétoniser le rond-point du Vélodrome, etc. Et je prends donc cet exemple pour dire que je pense que rassurez-moi, c'est pas des projets là. Non. Prenons la piétonisation du centre-ville. Je pense qu'elle aurait gagné à être beaucoup plus co-construite par l'ensemble des communes, parce que le centre-ville est un cœur pour l'ensemble du corps qui est autour. C'est une erreur là, hors piétoniser Bien le sûr que non. centre-ville. Bien sûr que non. Mais en revanche, je pense qu'on aurait pu la faire plus efficiente, différemment. Je prends un exemple très simple. On aurait pu revoir un nombre important de sens de circulation. Et ça, les élus suburbains le voient tous les jours parce qu'ils voient leurs habitants qui viennent au centre-ville. Donc, dans les dossiers délicats, Nancy Thermal, j'ai lu ce matin la presse et encore, vous avez évoqué au conseil métropolitain d'hier soir, il y a à peu près encore un déficit annuel de 6 millions. Je vais vous poser une première question. Qui paye le déficit Alors aujourd'hui, c'est Grand Nancy Thermal Développement, c'est la société d'exploitation qui encaisse ses pertes. Au passage, je signale que certains avaient dit regardez le secteur privé qui va se goinfrer sur le dos du secteur public. Nous avons repris exactement la concession dans les mêmes conditions. Nous l'avons reprise au sein d'une société d'économie mixte et je constate qu'il n'y a pas la rentabilité qui nous était annoncée au départ. Donc l'argument perd un peu de sa force. Donc pour l'instant, c'est Grand Nancy Thermal Développement qui constate les pertes, travaille. Les pertes étaient logiques en début d'exploitation, mais vous le savez qu'elle a été un peu retardée, un peu ralentie. Donc effectivement, c'est plus long que prévu pour arriver à l'équilibre, mais on y travaille ardemment. Et je suis intimement persuadé que nous pouvons l'atteindre avec l'augmentation du nombre de curistes et l'augmentation de la fréquentation des autres activités. On va rappeler que Nancy Thermal, c'est un projet au long cours qui a été porté par André Rosino, qui est votre beau-père, par ailleurs, mais c'est une notoriété publique, donc on peut le dire. C'est plutôt un beau projet, mais on espère quand même qu'il sera un jour rentable. C'est prévu ou... Alors, il a toutes les raisons de devenir un jour rentable. N'oublions pas aussi qu'un équipement d'attractivité, c'est un équipement qui, au départ, est aussi rentable pour l'économie du territoire. Je voudrais dire que c'est 150 emplois directs, c'est près ça a été estimé à 1000 emplois indirects. Je ne sais pas si c'est 1000 emplois indirects, mais c'est beaucoup d'emplois. Donc ça marche déjà. Et évidemment, ça ne peut marcher dans la durée que si c'est rentable. Ça, c'est le principe de l'action de l'action économique publique. Si vous perdez votre argent dès le départ, vous ne pouvez pas le réinvestir. Ça, le but de la rentabilité de Nancy Thermal, c'est ça. C'est pour pouvoir continuer de garder les moyens de développement. Deux questions sur Nancy Thermal. J'ai lu que vous aviez toujours du mal pour trouver un gérant de restaurant, ou une société qui accepte de travailler là. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui bloque Alors, dans un premier temps, on ne commercialise pas un restaurant quand une partie de l'activité n'est pas en marche. Donc on ne s'est pas, je dirais, précipité pour le faire tant qu'on n'avait pas l'assurance que l'activité principale allait bien fonctionner. Aujourd'hui, l'appel à candidature n'a pas été fructueux. C'est peut-être aussi parce qu'il y a une nécessité d'investissement assez important par l'exploitant. Dans ce cas-là, on est en train de regarder s'il ne serait pas possible que, effectivement, Grand Nancy Thermal Développement prenne en charge l'investissement et ensuite le loue plus cher, évidemment, à un exploitant. C'est peut-être comme ça qu'on va trouver la solution. Je ne suis pas si inquiet que ça. L'Est républicain de ce matin a noté, ce qui a été évoqué en conseil métropolitain, c'est qu'il y a une nombreuse dégradation de ceux qui fréquentent les piscines Nancy Thermal. Comment y remédier ? Comment faire face ? Est-ce que c'est... un triste phénomène général ou s'il ne faut pas... Alors, je crois que c'était un
tout petit peu, je dirais, monté en épingle, je ne le dis pas de façon péjorative, mais peut-être un tout petit peu exagéré par rapport à ça. Ce qui est vrai, c'est que certains équipements, on est encore dans l'essuyage de plâtre, s'avèrent inadaptés. Mais je prends un exemple très bête, parce que c'est très parlant pour les gens qui participent, les patères. Les patères, c'est les mêmes dans la zone aquasport, c'est les mêmes dans la zone santé bien-être, et c'est les mêmes dans la zone cure. Elles sont parfaites dans la zone cure et dans la zone bien-être santé. Elles sont dégradées dans la zone aquasport. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a du tonus, parce qu'il y a de l'activité, parce que voilà. Et donc, il faut probablement changer cet équipement-là dans la partie où ça marche pas. Donc, essuyons les plâtres et surtout quand même, regardons quand même un petit peu devant. Et je suis pas sûr qu'on insisterait autant sur ces petits inconvénients dans d'autres territoires que je connais, y compris dans le Grand Est, où on dirait « c'est bon ». Et je ne mets pas l'accent comme ça, vous ne direz pas ce que j'imagine. Le spécialiste des finances que vous êtes a un regard, j'allais dire, acéré, aigu sur les finances métropolitaines. On en est où aujourd'hui là ? Il y a eu un rapport de la Chambre régionale des comptes. Ensuite, l'exécutif a dit on a amélioré les finances, il y a le compte administratif, regardez un peu. Donc il y a le débat. Le constat aujourd'hui là. Aujourd'hui, les finances métropolitaines sont tendues dans la mesure où, certes, il y a c'est pas nouveau, ça. D'abord, c'est pas nouveau. C'est un fait. Et autant le dire, parce que là, c'est pareil, les débats se résument à c'est la faute à l'héritage ou c'est la faute à vous qui êtes arrivé là. Je crois qu'il faut qu'on dépasse ça. Et donc, effectivement, la situation était déjà tendue. Elles sont anormalement tendues après l'augmentation très significative de fiscalité de 2024. Que vous avez voté. Que j'ai voté parfaitement. Que j'ai voté, je l'assume. Pourquoi ? Parce que quand on fait une augmentation de fiscalité de cette importance, il faut s'en servir pour soit rembourser de la dette, soit financer de nouveaux investissements, ce qui permet d'ailleurs les deux. Et donc, le vrai sujet aujourd'hui critique sur la métropole, mais comme sur toutes les grandes collectivités, c'est quelle capacité d'investissement sommes-nous capables de conserver ? Et pour ce faire, il faut être extrêmement prudent sur toute la dépense de fonctionnement. Et pour ma part, je le dis, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de l'échanger avec le président Mathieu Klein, je trouve qu'on n'est pas suffisamment vigilant sur ce sujet. Et c'est ce qui m'a fait voter, vous l'avez observé, contre la gratuité pour les plus de 65 ans, à laquelle je sais que vous êtes très attaché. Oui, ça vous paraît une erreur ? Justement, il y a eu un rapport là, de la Cour des comptes pour dire attention à la gratuité dans les transports urbains. Il y a quelques villes qui s'étaient lancées. Il y a Orléans qui est de droite, Dunkerque de gauche, qui sont un peu maintenant dépassées d'ailleurs par le succès. Donc ça leur coûte de plus en plus cher. Mais la gratuité partielle, est-ce que c'est pas une bonne idée ? Parce que j'ai vu qu'il y avait 25 000 de seniors, on va dire de plus de 65 ans, qui ont fait la démarche et que c'est une augmentation quand même assez substantielle du nombre de seniors qui prennent des transports en commun. Est-ce que ça peut pas créer une dynamique vertueuse, l'utilisation des transports en commun, au lieu de prendre sa petite voiture pour faire 2 kilomètres et patienter en râlant dans les bouchons ? Une idée de l'erreur et 2 propositions. Première idée de l'erreur, ce faisant, on ouvre la porte à la gratuité pour nombre de personnes qui n'en ont pas techniquement, financièrement besoin. Pardonnez-moi Philippe, mais je pense que c'est votre cas. Vous pouvez payer le bus. Mais il y a aussi des retraités modestes. J'entends bien. Même si un ancien Premier ministre a critiqué les boomers, il y en a qui sont quand même en dessous du seuil de pauvreté. Permettez-moi de vous dire que ce dispositif existait. Et qu'il fonctionnait et que des gratuités étaient distribuées, elles étaient distribuées par les communes et en fonction effectivement de critères de revenus. Après, 2 propositions. La première, c'est que ce que ça illustre, c'est que en fait, il y a la barrière tarifaire, mais il y a aussi la barrière technique. C'est chiant d'acheter un ticket, on ne sait pas comment on va le faire, etc. Et donc, il faut qu'on travaille, mais pour ça, il faut avoir des capacités d'investissement pour que toute la vente de tickets, la facturation de l'ensemble des transports soit unique et que ce soit sur un téléphone, soit sur une petite carte très simple. Et donc ça, c'est une alternative intéressante. Deuxième illustration de l'erreur, au final, qui paye aujourd'hui les transports publics ? Les salariés. Or, les salariés, ils ont déjà leurs employeurs
qui payent pour les transports publics. Donc au final, je trouve qu'on déséquilibre la charge, en tout cas la participation qui est demandée est profondément déséquilibrée, et pour une efficacité qui est extrêmement contestable. Le voyageur de plus de 65 ans, moi je vous invite à visiter un certain nombre des arrêts de bus de Villers-lès-Nancy. Et ben, je peux vous dire que, notamment depuis 3 jours, les plus de 65 ans, ils ne vont pas sur un arrêt de bus qui n'est pas couvert. Or, il y en a sur notre territoire, il y en a à Villers, il y en a ailleurs, je ne me plains pas. Donc si, avec les rentrées qu'offrent les plus de 65 ans, on travaille à améliorer notre réseau de transport, on est aussi efficace. Justement, est-ce que c'est pas, en élargissant le débat, c'est pas une question fiscale? Parce que vous dites, bon, les retraités aisés, enfin, qui n'ont pas de problème de fin de mois, sont souvent propriétaires et donc contribuent à travers la taxe foncière qui a augmenté. Et c'est la seule ressource des collectivités. Finalement, on demande aux propriétaires de payer pour tout le monde. Ils sont à peu près 30%. On paye pour l'ensemble de la collectivité. Auparavant, il y avait quand même les taxes d'habitation avec un certain nombre d'exemptions pour des raisons de revenus. Est-ce que ça n'a pas été une erreur de supprimer la taxe d'habitation ? Bien sûr que si, c'est une erreur profonde. C'est pas seulement pour les moyens, puisque finalement les moyens ont été pas parfaitement compensés, mais ont été compensés. Oui, on ne sait pas combien de temps d'ailleurs. Oui, voilà. Mais oui, bien sûr que c'est une erreur. Et avec d'ailleurs une idée assez fausse, qui est de penser que les propriétaires sont riches. Si on regarde, je me suis intéressé à ça et allez voir sur les statistiques de l'INSEE, il y a un certain écart de richesse, on ne peut pas dire le contraire, mais il est d'à peine 20%. Ce qui veut dire que des propriétaires pauvres, il y en a. Des propriétaires pauvres, quand je vais chez les personnes qui ont par exemple pu accéder à la propriété dans les années 70, dans un quartier comme Clairlieu, j'en vois. Et ces personnes-là, aujourd'hui, leur taxe foncière, elle avoisine les 2 000 euros pour des retraites de 800 à 1 000 euros. Et qu'on peut accéder à la propriété des années 60-70, qui ne pourraient pas le faire aujourd'hui. Malheureusement non. Effectivement, les accessions à la propriété aujourd'hui sur un territoire comme Villers sont chères. Et donc, trop de personnes, effectivement, qui pourraient ou qui voudraient devenir propriétaires sont obligées de rester locataires. On va continuer à parler finances, mais comme c'est un sujet un peu ardu, on va quand même pas trop charger nos auditeurs. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Nous sommes en compagnie de François Werner, maire de Villers-lès-Nancy, premier vice-président de la métropole du Grand Nancy, vice-président du conseil régional. Nous avons commencé à parler gros sous, quelque sorte. Nous allons rester un instant sur les finances et on va revenir un peu sur le quoi qu'il en coûte. Vous aviez, au moment du Covid, vous aviez été à l'époque président, il me semble, d'une commission pour filtrer les demandes. Avec le recul, est-ce que l'État, les régions, les collectivités, enfin bref, la puissance publique n'a pas été trop généreuse ? Alors, deux mots d'histoire. Le 15 mars 2020, effectivement, puisqu'il y avait eu qu'un tour à Villers, l'élection municipale se termine. Le 16 au matin, moi je me lève, vous avez vu que je suis un tout petit peu suractif, et je me dis il faut que je serve à quelque chose. Et donc effectivement j'ai appelé mon service et le cabinet de Bruno Le Maire en disant qu'est-ce que je peux faire. Et on m'a confié effectivement la supervision du système qui permettait de verser les avances aux entreprises qui étaient fermées. Un système qui a marché de façon absolument incroyable. C'est-à-dire que le dépôt de la demande, c'était le 29 et le 8 avril, je m'en souviendrai toujours, sauf erreur de ma part, le 8 avril, l'argent était sur le compte des entreprises. Comme quoi l'administration, quand elle veut, c'est être efficace. On est d'accord. Et là, il y a eu zéro faute, et je peux le dire parce que j'avais la supervision, c'est pas moi qui l'ai monté. Derrière ça, je pense que c'était très important. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que sinon, c'était le licenciement immédiat des collaborateurs. Et c'est terrible pour les collaborateurs, mais c'est aussi terrible pour les entreprises qui perdent leur force vive. Cette idée-là, elle était géniale.
Ce que je pense en revanche, c'est que effectivement, on a mis trop de temps à interrompre ce dispositif, trop de temps à demander le remboursement du prêt garanti par les entreprises, et on le voit d'ailleurs. Puisque le fameux PGE, aujourd'hui, il y a des entreprises, il y a des défaillances d'entreprises aujourd'hui qui ne peuvent plus rembourser le PGE. Et qui aurait dû intervenir avant. C'est-à-dire qu'on a au contraire un nombre de défaillances incroyablement plus bas qu'en temps normal pendant le Covid. Donc là, ça c'est certainement une erreur. Après, effectivement, du coup, il y a le sentiment de dire, puisque c'est quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte pour toute une série de services publics essentiels, l'hôpital, l'école, etc. Et je peux très bien comprendre cette appréhension-là. Après, on sait facilement aujourd'hui démontrer que le quoi qu'il en coûte ne pourrait plus marcher. Oui, il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique, et surtout, mais ça c'est très simple, je crois que tout le monde peut comprendre ça, si c'est le cas dans certaines des finances des ménages, c'est inquiétant. Aujourd'hui, on emprunte pour payer la dette. Justement, la dette, on va en parler, elle grossit de 5 millions par seconde. C'est impressionnant quand on entend ça. Selon les chiffres publiés d'ailleurs hier par l'INSEE, elle atteint 115,6% du PIB, produit intérieur brut. Elle dépasse 3 400 milliards. On était à 3 300, maintenant c'est 3 400, un record en valeur absolue. Bayrou demandait 44 milliards d'économies. Est-ce que c'était franchement réalisable? Je rappelle avoir reçu il y a quelques mois Christian Ecker, qui était secrétaire d'État au budget, et qui disait, quels que soient les gouvernements de droite ou de gauche, quand on arrive à faire 15 à 20 milliards, c'est le bout du monde. Quel est votre avis, vous qui êtes spécialiste des finances? C'est un réglage fin. C'est un réglage fin parce qu'il faut vite faire des économies, c'est indiscutable. Et quand j'entends certains partis qui semblent contester le principe, c'est pour moi un vrai contresens. Mais en revanche, si... Oui, on va laisser de côté Mélenchon qui estime qu'il n'y a pas de dette. Bon. Oui, enfin, quand j'entends que le PS considère qu'on peut faire, et on doit faire la moitié moins d'économies et le reste, on trouve 20 milliards en faisant payer les riches, sincèrement, en termes de courage politique, j'ai pas vu. Il ne faut pas faire payer les riches, il faut laisser les riches de côté. Si. Non, mais d'abord, on fait pas 20 milliards en faisant payer les riches, et d'autre part, on sait très bien que l'effort va tous nous toucher. Je vais y venir. C'est que c'est un réglage fin parce que si on fait des économies trop importantes brutalement, on a un effet. Les collectivités territoriales, c'est beaucoup de la commande publique, c'est de l'activité du BTP, c'est etc. Et donc, si on économise beaucoup trop fort, on va diminuer les recettes fiscales et on devra à nouveau rééconomiser. Donc, il faut trouver le juste milieu. On doit aujourd'hui avoir une trajectoire d'économie. On ne peut pas continuer d'être le pays européen qui dépense le plus. Quelle serait la bonne formule? Allez, on va se fondre dans la proposition de Christian Ecker. Je pense qu'à la moitié, on était bien. Et surtout, il faut comprendre, c'est simplement aussi, c'est se placer tous, où qu'on soit, dans une logique où on se dit, il faut qu'on fasse aussi bien avec un peu moins d'argent. Bon, comme ça, en passant, là, Bayrou proposait 44 milliards. Qu'est-ce que vous pensez? Il savait pertinemment qu'il n'allait pas réussir. C'est pour ça qu'il a un peu forcé le trait ou... Moi, il a été mal conseillé. J'ai été détrompé, mais j'ai pensé au départ qu'à la fois sur le montant des 44 milliards, peut-être aussi sur les 2 jours fériés, qui étaient quand même relativement provocateurs, je me suis dit, voilà un gars qui se donne des marges de négociation. Mais il n'y a pas eu de négociation. Donc je ne sais pas pour quelle raison, je ne suis pas dans un trou de souris, mais je constate qu'il n'y en a pas eu. Donc vous admettez qu'il faut taxer les riches. Patrice Martin, là, il est à côté de ses chaussures ou il est indécent? Je pense qu'on est... du MEDEF. Oui, on est dans un exercice où il y a beaucoup de postures, quand même beaucoup trop, où donc dès qu'on dit on pourrait réfléchir dans telle direction, immédiatement chacun se dresse. Je crois que l'orientation qu'il faut prendre, c'est de se dire effectivement que d'abord, à très haut revenu, grosse contribution. Quand certaines courbes fiscales s'inversent... on arrive à un impôt régressif. Là, voilà, ça va pas et personne ne peut comprendre ça. Deuxièmement, si on va vers une forme de taxation du capital, il faut rester extrêmement vigilant sur un certain nombre de situations où les moyens sont entièrement investis effectivement dans un outil de travail qui est aussi un outil d'emploi pour de nombreuses personnes. On appelle l'outil de production, il faut faire attention. Derrière ça n'empêche pas il doit y avoir des pistes. Dans un contexte où on demande des efforts, il faut que les efforts soient équitables et soient demandés à tous. Mais en même temps, il faut faire des économies, mais...
on est quand même un peu en guerre. Où faire les économies, là? Alors, on est en guerre. Moi, je crois... très sincèrement, je pense qu'il y a quand même aussi des réalités. On doit commencer par repartager le fond de notre pacte social. Notre pacte social, il a été construit sur... Ça veut dire quoi, repartager? J'y viens. Il a été construit sur, notamment, la sécurité sociale de 1946. La santé, les accidents du travail, la vieillesse, etc. Et ça, on a l'impression qu'on ne le partage plus. C'est-à-dire que chez certains, on ne le voit plus, puisqu'on ne le compte plus dans nos revenus. Donc on compte nos dépenses, mais on ne compte pas aussi tous les revenus que nous avons parce que nous avons une santé globalement gratuite, en tout cas plus gratuite que presque partout dans le monde. Voilà, donc pourquoi on ne le voit plus, je ne sais pas. Et on a l'impression aussi, par exemple, que la retraite, ça n'est plus un schéma de solidarité où on paye pour d'autres et d'autres paieront après pour nous. On se dit, ah bah oui, moi je suis en train de bosser, mais j'ai envie de moins bosser. Moi je suis en train de plus bosser, mais j'ai envie de continuer de bien vivre. Ok, mais ça, à un moment donné, il faut s'assurer que ça marche. Donc, je pense qu'on n'arrive pas à se remettre autour de cette table pour se dire qu'est-ce qu'on est prêt à payer collectivement, qu'est-ce que peut-être on est prêt à ne plus payer collectivement. Moi, je suis très attaché à ce pacte social-là. Mais si certains ou si une majorité préfère mettre moins en commun, peut-être qu'il faut... Vous venez de le dire, il faut qu'il y ait négociation, il faut qu'il y ait dialogue. Là. Pour l'instant, on a l'impression... sous la présidence Macron, que le dialogue avec les partenaires sociaux, c'est plutôt compliqué, voire inexistant. Là. Je crois aussi qu'à un moment donné, quand même, on voit qu'il y a des temps, et il y a des moments, et il y a des contextes plus ou moins favorables. Constater qu'aujourd'hui, le contexte est extrêmement difficile pour dialoguer, ça, je crois que tout le monde peut l'entendre, et constater aussi que ça tient sans doute à un degré d'exaspération à l'endroit de l'exécutif, je crois que tout le monde le constate aussi. Donc je ne sais pas quelle est la solution. Ce que je constate aussi, c'est que la situation de blocage, si elle doit aller jusqu'à la date prévue pour l'élection présidentielle, c'est très très long. C'est très long pour la situation politique, c'est très très long pour la situation sociale et c'est très très long pour la situation économique. Quelle chance vous donnez à Sébastien Lecornu ? Alors je n'ai pas la chance de connaître Sébastien Lecornu. Ce que je constate, c'est que depuis quelques jours, c'est le système du canard. Hein. On a l'impression que ça bouge pas, mais les pattes gigotent pas mal en dessous. C'est peut-être une meilleure méthode. Ce que je constate aussi, c'est que, quelles que soient les positions politiques des gens que vous rencontrez, il y a un degré de saturation à l'endroit de l'instabilité et le souhait que les élus se mettent peut-être pas enfin, mais se mettre au travail pour essayer de trouver une solution. Donc peut-être que ça aura un effet sur l'ensemble des camps pour arriver à un dialogue. Après, quand vous avez une Assemblée nationale comme celle que vous avez aujourd'hui, c'est pas facile. Vous qui êtes bien informé, ça négocie en coulisses ou pas ? Alors, je ne suis pas si bien informé que ça, mais oui, bien sûr que des contacts sont pris. Il faut qu'on travaille sur un budget et évidemment, les priorités principales de chaque camp aujourd'hui doivent être prises en compte. On peut pas imaginer dégager un consensus sans avoir parlé avec tout le monde. Ça fait 2 semaines qu'on est sans gouvernement. Hein. D'abord avoir un Premier ministre, il n'y a toujours pas de gouvernement. Il y a une date, si j'ose dire, fatidique, c'est le 13 octobre, hein, l'Assemblée nationale... Le Parlement doit disposer du budget là, pour débattre. Ça commence à faire court, quand même. Ça fait effectivement très court. Je pense que dans un contexte comme celui-là, d'abord, ça fait déjà un certain nombre de fois depuis les mandatures d'Emmanuel Macron qu'il n'y a pas de gouvernement ou un gouvernement sortant qui n'est pas remplacé. Mais je ne suis pas sûr que le besoin soit d'avoir un gouvernement nombreux, avec beaucoup de froufrou et quand même un certain nombre de postures. On en a vu pas mal dans les gouvernements récents. Je pense que c'est plutôt le temps effectivement d'une négociation plus bilatérale et j'imagine que c'est quand même à ça que Sébastien Lecornu s'attelle en premier. Vous parlez du mécontentement vis-à-vis de l'exécutif. Est-ce que vous pensez, comme votre ami Copé, que le président devra finir par démissionner là ? Je pense qu'il reste plus beaucoup d'outils. Je pense que Jean-François Copé a
une chance, c'est d'être un peu distancié par rapport au jeu quotidien. Il est toujours maire de Meaux. Il est toujours maire de Meaux. Il est réélu avec une magnifique majorité. Moi, je pense que c'est vraiment une des solutions qui doit être sur la table aujourd'hui, parce que on peut pas, on vient de le dire, on peut pas se contenter de demi-mesures et on doit trouver un consensus. Et on a quand même un certain nombre de partis qui sont déjà dans la posture de l'élection présidentielle. Donc si on continue de jouer comme ça en faisant du petit dribbling, c'est comme les mauvais matchs de foot, on zappe à la mi-temps. On peut vous rejoindre en disant qu'effectivement il n'y a plus beaucoup de solutions, sauf que les constitutionnalistes nous expliquent que c'est une démission du président Macron. La campagne présidentielle se joue en 30 jours. C'est pas franchement une vraie campagne, là, quoi. Pas très démocratique. Non, c'est pas franchement une vraie campagne. C'est d'autant plus pas une vraie campagne que je pense qu'il faut un certain temps, et en particulier à la famille politique à laquelle j'appartiens, pour dégager le meilleur ou la meilleure candidate. Et donc, c'est vrai que ce serait dommage que ça se passe comme ça. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de couture à faire. Moi, je vois une exaspération qui est un peu à 360 degrés. Avant, l'exaspération se manifestait pas de cette manière-là. Et honnêtement, on a une société qui souffre. On a aujourd'hui une manifestation des FNSEA, donc des paysans, enfin du principal syndicat des agriculteurs. On a les syndicats de salariés qui vont manifester le 2 octobre et on a le MEDEF qui menace de descendre de la rue, puis qui fait quand même au moins un meeting, je crois le 13 ou le 18 octobre. Donc ça veut dire que toutes les catégories sont en colère. Vous sentez une France en colère? Vous le sentez au niveau de la vie villaroise, au niveau de l'agglomération? Quand les gens vous parlent, vous sentez de la colère ou vous sentez quoi? Du fatalisme? Qu'est-ce que vous ressentez? Je crains que ce soit effectivement un peu pire. La colère, quand on est en colère, c'est qu'on attend encore quelque chose. Je trouve nombre de personnes qui commencent à ne plus en attendre. Alors qu'en France, il n'y a pas beaucoup de pays comme ça où on attend quelque chose de l'État, ou en tout cas des élus, des structures publiques. En Belgique, on n'attend pas grand-chose du gouvernement, donc quand il n'y en a pas, c'est pas très grave. En France, c'est un peu différent. On attend cette impulsion, on attend aussi peut-être parfois trop de choses de l'élection présidentielle. C'est en ça qu'on n'est pas très moderne dans nos institutions, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment comprendre qu'on doit avancer. La manif peut-être, mais à condition que ça débouche sur quelque chose que j'ai pas tout à fait vu jusqu'à présent dans les démarches que vous évoquez. Parmi les candidats déclarés ou à peine déclarés à la présidentielle, quel candidat aurait votre faveur aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pas pris position. Je suis plutôt réservé à l'idée de repartir sur des schémas de primaire. On voit bien que ça a un effet très, très déstabilisant, puis ça embolise un petit peu l'action. Donc je pense qu'il faut faire confiance aussi à un moment donné aux Français. Les Français, et accepter que peut-être les sondages d'opinion, qui sont quand même assez précis, qui ne se trompent pas autant qu'on essaye de le dire, puissent contribuer à faire émerger quelqu'un. Moi, mon but aujourd'hui, vous savez, j'ai 62 ans, dans 3 ans, j'aurai une carte gratuite pour voyager dans les transports en commun. Vous la demanderez, là? Bonne question, je ne sais pas encore. Il y aura peut-être eu des changements, mais bon, on verra. Mais donc, j'ai 62 ans, je suis un peu... Je veux utiliser la distance que me donne cet âge et pour être utile à mon pays. Et je pense qu'aujourd'hui, foncer dans une écurie présidentielle, c'est pas l'exercice. Si je vous donne le choix entre Retailleau, Attal et Philippe, là, vous choisissez lequel comme ça aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est très difficile à dire. Encore une fois, je suis dans le parti d'Hervé Morin, vous l'avez dit, on a plus d'élus qu'on ne le pense parfois ici, parce qu'ici on n'est pas très nombreux, mais à l'ouest il y en a plus. Moi aujourd'hui, j'ai commencé à travailler par moi-même. J'ai des propositions à fournir, je fournirai d'ailleurs dans quelques jours des propositions pour la métropole du Grand Nancy, on va être modeste, mais j'ai des propositions à faire. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, le défi environnemental, il est dans toutes les têtes. Justement, on va y venir. C'est votre nouveau portefeuille à la région. Vous avez eu l'enseignement supérieur, vous avez eu le sport et tout. Aujourd'hui, c'est l'environnement. Franchement, il me semble avoir entendu un président de la République actuellement en poste qui dit « Mon deuxième mandat sera écologique ». Vous ne serez pas, sous-entendu
On est peut-être sur la deuxième tendance aujourd'hui, je ne sais pas, c'est ce que vous êtes en train de me dire. L'écologie, là, tout le monde s'en moque aujourd'hui en disant finalement, c'est plus le sujet, on a d'autres préoccupations. Alors, puis il y a Trump qui dit à l'Assemblée de l'ONU que c'est une arnaque, que le dérèglement climatique est une arnaque. C'est quand même inquiétant, non? Ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez les sondages d'opinion, de l'opinion profonde des Français sur l'avenir du monde, pas sur ce qu'ils pensent de tel ou tel, vous avez une majorité écrasante de gens qui ont pris complètement conscience que le changement climatique aujourd'hui est au cœur du débat. C'est vrai pour les agriculteurs. Je fais exprès de prendre cette catégorie. C'est plus seulement la fin du mois, c'est aussi la fin du monde. Mais bien sûr, la fin du monde, les gens aujourd'hui commencent à la toucher. Derrière ça, il y a 2 solutions, ou 3. Vous avez, côté RN, on vous dit il y a des solutions miracles, on va mettre des centrales nucléaires partout et ça va marcher merveilleusement. Et puis, côté écologique, aujourd'hui, on vous dit, écologiste, aujourd'hui, il faut décroître, il faut moins de riches parce que les riches ont une empreinte carbone plus importante, etc. Moi, je crois qu'on doit travailler. Et a fortiori, quand on est dans un parti de centre-droit où aujourd'hui, oui, je ne suis pas sûr que je convainque absolument tous mes collègues. Je crois qu'on doit travailler à démontrer qu'il y a une autre voie, qu'il y a une voie d'adaptation à cette transformation inévitable, que cette voie, elle est là aussi progressive, c'est la même chose que les économies budgétaires. Elle est là aussi progressive, elle se pose, elle doit être de longue durée, donc ce n'est pas des coups de volant en disant je supprime la prime rénov, machin, tout ça, ça met le bazar dans la tête de tout le monde. Il faut jouer dans la durée, travailler au changement, accompagner ceux qui sont plus compliqués. Je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, transformer, je ne sais pas, certains, ceux qui fréquentent les copropriétés peuvent voir ce qu'il en est. Aujourd'hui, il y a un très gros enjeu sur la rénovation énergétique des bâtiments collectifs. Ça, il faut aider à ça. Parce que, bien entendu, dans une assemblée générale de copropriétaires, c'est ce qui passe à la fin. Sauf que on peut démontrer qu'il y a une valorisation des immeubles, que derrière on s'y retrouve, etc. Et la région est le bon échelon pour traiter ces questions écologiques ou alors c'est plutôt au niveau agglo là. Alors c'est un des bons échelons. C'est-à-dire que je pense que la région est là pour synthétiser les grandes directions. Ce que je vous dis là, c'est à la région, et je pense même encore plus qu'à l'État, de formuler ça, de dire voilà ce qui est important, voilà ce qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire. Parce que quel rôle de l'État? Parce que là, on voit qu'il y a plusieurs opérateurs, l'État, la région, les communes, là, tout le monde fait un peu... Alors, en Grand Est, on a une chance formidable, c'est que le bras armé de l'État, qui est l'ADEME, il paraît que c'est horrible, qu'ils sont méchants, etc., ils sont très gentils, ils font des choses très utiles. Le bras armé de l'État, c'est l'ADEME, et l'ADEME, on travaille main dans la main avec l'ADEME. Donc, j'ai envie de dire que l'action de l'État et l'action de la région, c'est à peu près... Il faut conserver l'ADEME, là, ou faut... Oui, il faut conserver l'ADEME, c'est extrêmement important. Il y a besoin de gens qui savent, il y a besoin de gens qui diffusent la bonne information et qui n'ont pas d'intérêt dans l'affaire. Il faut conserver l'ADEME. Mais effectivement, bien entendu, une bonne part de la transformation repose aussi sur l'exemplarité des communes et sur leur capacité à accompagner leurs habitants. C'est pas la région qui va accompagner les habitants, il y en a 5,5 millions. François Werner, j'ai envie de vous poser une dernière question, c'est un peu la question surprise. Qu'avez-vous envie de dire en direct que vous n'avez jamais osé dire publiquement? J'ai commencé à bien ouvrir la boîte à franchise. Ce que je me sens, là où je me sens rajeunir, c'est que je continue de penser qu'on va y arriver. Je continue d'être extraordinairement optimiste, comme je l'étais à 15 ans, et je veux essayer de partager ça, et surtout dans un contexte comme celui-là. Optimiste ou idéaliste ? Oui, on me prend un peu pour le ravi de la crèche. Faut pas que ça dure trop longtemps. Faut essayer de démontrer un peu. Et c'est pour ça que sur l'environnement, on arrive à avoir des succès. Et donc, moi, je suis content de pouvoir montrer ça. Je le montre pas pour dire regardez comme je suis beau et fort. Je dis c'est de dire regardez comme collectivement on arrive à faire des choses. Merci François Werner. Il nous reste 3 minutes. On va terminer en musique. J'ai vu que vous aviez applaudi la reconnaissance de l'État de Palestine après le discours d'Emmanuel Macron à l'ONU. Je suis favorable à la solution à 2 États. Je pense pour autant que le contexte est important et que je ne suis pas persuadé que le temps choisi soit le bon. Et je pense qu'on aurait dû être capable ou essayer d'ouvrir des négociations plus globales que celle-là. Ce geste symbolique, on voit bien, a quand même pour l'instant radicalisé
deux positions qui ont besoin à un moment donné de se parler. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux en 93 quand j'ai vu la photo des accords d'Oslo. J'ai pensé qu'on y arrivait. Et 30 ans après, malheureusement... La faute à qui, là si on commence à faire ça, on n'arrivera nulle part. Si on commence à se dire, il y a tendance... Vous savez, après, c'est les ânes corses. Et je ne veux pas plaisanter sur ce sujet, qui est un sujet évidemment très sérieux, mais je pense que si on commence comme ça, on n'arrivera jamais à rien. Et c'est ça que je vois, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il faut que nous, je dis nous, quand on n'est pas directement sur le conflit, on doit donner la parole aux fauteurs de paix et pas aux fauteurs de guerre. On doit s'efforcer vraiment de prendre une position plus distanciée, et c'est ce que j'essaie de faire. RCN, www.rcn-radio.org